Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour cette cinquième interview sur le TDAH. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir la deuxième neurotransmetteuse. Donc, on reçoit Judith Elson donc pour l'écouter, notamment sur le TDAH, et pour répondre justement à toutes les questions que je vais lui poser, parce qu'elle n'aura pas le choix. Et donc, on va vraiment faire le tour, comme vous l'avez vu avec les autres professionnels ou membres d'associations, sur justement le TDAH, les troubles neurodéveloppementaux, peut-être au sens large, de voir un petit peu quel est son avis, quelle est sa vision des choses autour du TDAH. Donc, bonjour Judith. Bonjour. Et donc, sans plus attendre, je vais proposer que tu te présentes un petit peu, voir un peu ton parcours et de voir un peu ce qui t'a mené à t'intéresser au TDAH et aux troubles neurodéveloppementaux. Alors, c'est une grande question, du coup. On commence bien. En fait, j'ai commencé, moi, mon parcours par un stage au Québec, au Centre d'évaluation neuropsychologique et d'orientation pédagogique, le CENOP, à Montréal, où ils sont vraiment orientés troubles neurodéveloppementaux et évaluation cognitive au sens large. J'étais déjà passionnée par l'enfance et puis les difficultés liées à l'enfance avant ça. Maintenant, je pense que ce stage a vraiment marqué, je dirais, ma passion par rapport à ça, autant dans le domaine de l'enfance que dans le domaine de la neuropsychologie. Et puis, je suis revenue terminer mes études ici et je suis repartie bosser un an là-bas avant de revenir en Belgique. Ok. Donc ça, c'est très chouette déjà de pouvoir avoir une petite expérience canadienne. Parce qu'on sait, donc la plupart des gens le savent, le Canada a un mode de fonctionnement aussi autour des troubles neurodéveloppementaux qui est très intéressant et très développé, notamment dans l'aspect de psychoéducation. On reviendra sans doute dessus lors de l'interview. Mais c'est vrai que cette expérience-là va être très intéressante également à pouvoir justement échanger sur là-dessus. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais globalement? Alors, j'ai principalement une pratique libérale depuis bientôt 10 ans maintenant. J'ai intégré au fil du temps, plusieurs centres, plusieurs équipes. Aujourd'hui, je pratique non seulement à Jodogne, à l'espace Crescendo, au sein d'une équipe pluri, et à la Consultado à Uccle, qui est une équipe pluri également, mais alors plus, enfin, je dirais pas plus, mais avec des médecins, ce qu'on n'a pas ici à Jodogne. Et alors, je travaille 2 jours par semaine dans un milieu hospitalier avec des ados en psychiatrie. Ok, super. Et donc, je disais neurotransmetteur, puisque c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas vu la première interview donc d'Hélène Jacques. Donc, est-ce que Ouais. tu peux nous en parler justement de ce projet? Mais donc, Neurotransmetteur, c'est un projet qu'on a créé pour transmettre en réalité un maximum d'informations sur la neuro de manière large. L'idée étant de pouvoir faire un pont entre les recherches scientifiques et les données issues des différentes études et, euh, et le reste, le reste du monde, entre guillemets, autant le milieu professionnel et donc plus clinicien, entre guillemets, que tout un chacun qui souhaiterait avoir des informations sur les troubles neurodéveloppementaux, le haut potentiel, qui a été un de nos premiers combats, entre guillemets, ou en tout cas un de nos premiers centres d'intérêt. Et puis au sens plus large, même en termes de prise en charge ou voilà, de données liées à l'efficacité de certaines prises en charge et ce genre de choses-là. Ok, donc vraiment un projet de, comme le nom l'indique, de transmission d'informations autour vraiment de la neuropsy, des troubles neurodéveloppementaux, effectivement du haut potentiel. On le rappellera encore une fois en fin d'interview, mais avec l'organisation justement d'un colloque sur le sujet qui se passera donc en octobre. Donc après de multiples déplacements, c'est un peu ça, on va y arriver par rapport à la période qu'on vit aujourd'hui, mais on va arriver à le mettre en place, Oui. ce congrès. Donc on en reparlera effectivement à la fin de l'interview. Ok. Alors, comme tu le sais, c'est une interview vraiment qui est centrée à la base sur le TDAH, mais évidemment, si tu as des réflexions ou un regard qui dépasse le TDAH, aucun problème. Je rappelle par exemple que la dernière interview a été faite avec Maëva Roulin, qui, elle, travaille notamment plus chez l'adulte, et elle a pris le parti de parler des troubles neurodéveloppementaux au sens large. Donc voilà. Et dans certaines interviews qui vont arriver, on va parler effectivement du lien TDAH avec d'autres particularités. Donc, sens-toi libre si à un moment tu veux partir sur d'autres choses. Tu fais comme chez toi. D'accord? On passe en mode sans filtre alors.
C'est ça, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Euh, donc, la première question en fait de l'interview, c'est en gros, on a un regard sur les découvertes autour du TDAH, des troubles neurodéveloppementaux, et à ton avis, pour toi, quelle a été ta plus grande découverte de ces 10 dernières années? C'est-à-dire qu'on sait que la recherche évolue, mais même en tant que professionnel, éventuellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, quelque chose que tu as vraiment découvert et qui a peut-être pu changer ta façon de voir le TDAH ou les troubles neurodéveloppementaux? Justement, tu disais, ça fait plus ou moins 10 ans que tu consultes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué dans ce cadre-là? Oui, je crois qu'il y a plein de choses qui ont évolué, effectivement. Je dirais que dernièrement, le plus gros, je ne suis pas sûre que je vais répondre à 100% à ta question, mais le plus gros changement qui a été mis en place ces derniers temps, c'est vraiment ma façon de procéder à l'évaluation du TDAH notamment, et l'utilisation ou le changement de certains outils, en tout cas, que je vais utiliser dans ma pratique. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question. Ce n'est pas lié au TDAH en tant que tel. Maintenant, en termes de découverte sur le TDAH, je n'ai pas le souvenir d'un truc concernant le TDAH où je me suis dit, ouf, là, je change complètement ma vision des choses. Je pense au contraire qu'elle est plutôt dynamique, en fait. J'ai l'impression de me renseigner et puis d'ajouter des connaissances, entre guillemets, à ce syndrome-là, aux manifestations, à l'évaluation aussi, aux méthodes de prise en charge et ce genre de choses-là. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu à un moment donné un tournant là-dedans, si ce n'est potentiellement au moment où j'ai fait mes premiers stages et où donc j'ai été en contact pour la première fois avec des enfants, des ados qui présentaient ce type de symptomatologie-là, où du coup je me suis confrontée pour la première fois à quelque chose de plus vrai que ce que je pouvais avoir finalement au niveau de la théorie. Okay. Donc, pas de découvertes majeures vraiment qui ont changé la donne ces 10 dernières années. On est bien d'accord par rapport à ça. Oui, alors je dirais pas qu'il n'y a pas de découvertes majeures qui se sont faites au niveau des études ou au niveau de la science, entre guillemets, mais après, je suis très mauvaise en mémoire, mais je n'ai pas l'impression de me dire à ce moment-là, j'ai vraiment fondamentalement changé ma vision sur le TDAH. En revanche, comme je te disais, c'est plus au niveau de l'évaluation en tant que telle, où là, c'est effectivement ces derniers mois où j'ai effectivement l'impression d'être dans un tournant par rapport à ça et de changer pas la direction, mais la méthodologie en tout cas que je vais mettre en place pour pouvoir évaluer au mieux et être au plus proche des besoins finalement du patient. Ok, alors ça c'est super intéressant parce que au final, quand on regarde les différents professionnels avec qui j'ai pu discuter, effectivement, ils sont plutôt dans la même vision que toi de se dire ces 10 dernières années, au terme scientifique, c'est pas qu'on n'a pas fait de découverte, bien sûr, mais c'est plutôt qu'on a affiné des choses qu'on connaît. C'est un petit peu ça. On a vraiment été en se disant, voilà, on était plutôt sur ce trajet-là, on a pu montrer qu'effectivement c'était le bon chemin, mais il n'y a pas eu fondamentalement de découverte majeure pour la plupart, effectivement, des chercheurs. Et en plus, derrière, sur la question clinique, le retentissement sur la clinique de tous les jours, c'est vrai que ça n'a pas fondamentalement transformé les choses. Mais je trouve ça intéressant justement que tu dises que tu as changé ta pratique, justement, notamment au terme d'évaluation. Est-ce que tu sais nous en dire plus justement sur cet aspect-là? Qu'est-ce que tu as modifié aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passait avant? Qu'est-ce que tu fais autrement aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression justement de dire, ben voilà, là j'ai vraiment changé par rapport à ça? Alors, je dirais la place, ce qui a changé le plus, si je dois résumer, c'est la place de mes tests en tant que tel, donc de mes outils psychométriques. Alors, je reviens dessus, mais j'ai vraiment eu la chance d'être formée à l'évaluation au CNOP au Québec, où je continue quand même à garder cet idéal, entre guillemets, malgré tout. Ça reste une des plus belles expériences que j'ai pu vivre au niveau professionnel, où eux ont vraiment un point de vue, je dirais, très, très large déjà au départ et très clinique. Alors, il y a beaucoup de tests à l'époque, je ne sais plus exactement comment ça se passe aujourd'hui, évidemment, mais à l'époque, en tout cas, il y avait quand même pas mal d'utilisation de tests psychométriques durant l'évaluation, mais c'était une évaluation qui durait 2 fois 3 heures, donc on était quand même dans quelque chose de fort long, finalement, plus une remise de rapport après, et énormément d'observations et d'analyses cliniques. Donc, dès le départ, moi, j'ai vraiment été plongée, entre guillemets, dans ce bain clinique-là, qui était nettement moins présent, par contre, quand je suis revenue en Belgique.
Alors, j'ai toujours gardé cet idéal et donc je pense qu'au départ, je me suis quand même distinguée un petit peu de la façon dont ça se pratiquait ici en Belgique avec cette idée de, comment est-ce que je dirais, d'accorder pas trop d'attention aux chiffres en tant que tels, de vraiment être dans une analyse clinique et comportementale assez complète malgré tout. J'avais notamment, quand je suis rentrée en Belgique, l'habitude de ne pas mettre de chiffres dans mon rapport. Je mettais juste des rangs centiles pour certaines choses. Alors, j'ai modifié ça parce que je me suis fait taper sur les doigts une fois ou l'autre. Et donc, j'ai fini par rajouter des tableaux de chiffres dans mon rapport, ce qui a augmenté en plus assez significativement finalement la longueur de mon rapport. Mais en gardant quand même toujours cette volonté d'avoir, entre guillemets, beaucoup de textes avec beaucoup d'analyses cliniques et surtout de prendre un temps considérable pour remettre ces résultats ou cette analyse à mes patients et donc prendre vraiment le temps de refaire le point finalement et de conclure avec eux et de ne pas juste leur donner un rapport avec une série de chiffres, voire une série d'interprétations sans creuser toutes ces notions-là avec eux. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'accorde beaucoup moins de place aux tests, peut-être même presque plus. Je fais des séances où je n'ai aucun test dans ma démarche d'évaluation, entre guillemets. Je vais être beaucoup plus sur de l'entretien clinique. Je vais potentiellement davantage encore intégrer les parents. Alors, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, évidemment, mais on va vraiment être dans un questionnement très vaste de l'entourage de l'enfant. Ce que je faisais déjà avant, mais je pense que j'y accorde une place plus importante encore aujourd'hui. Et donc voilà, je dirais que c'est ça. Le plus gros changement, c'est vraiment la place que j'accorde aux tests et du coup encore moins de place à mes chiffres. Et j'en suis arrivée maintenant à un nouveau rapport où je n'ai plus de chiffres dedans. Je suis revenue à mes premiers amours finalement. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant et je pense que c'est quelque chose sur lequel on essaye aussi de faire passer le message autour du TDAH, c'est que le TDAH est avant tout clinique, vraiment, et de se dire que l'évaluation psychométrique ne doit pas venir pour valider ou invalider un TDAH, vraiment, mais qu'elle a un support éventuel et donc qui ne doit absolument pas être automatique, clairement pas systématique dans ce cadre-là. Ça peut aider éventuellement à mieux comprendre le fonctionnement, les points forts, points faibles d'un enfant au niveau cognitif, mais il n'est pas là dans le cadre du diagnostic. Et donc, c'est vrai que cette question, moi, je suis passé par là. Hein. Je faisais des tests systématiques à mes patients. Et c'est vrai que petit à petit, on a pu mettre en évidence le fait que ça ne, ça ne, ça n'apporte pas grand-chose au final à nos patients. Donc, c'est quelque chose qui va être, pour être au plus proche, effectivement, des questionnements du patient, de savoir, en gros, l'évaluer de manière globale et clinique. Donc, c'est vrai que voilà, c'est ce regard qui est en fait nord-américain à la base, quand même, qui est très anglophone. Je sais que ça a dû te faire bizarre quand tu es revenu ici et de te dire, mais en fait, ici, on doit faire passer des tests non-stop. Et... Donc, ça a été un peu l'enfer, en fait, très, très franchement. Les premiers mois, j'ai regretté d'être revenue en Belgique, je ne vais pas te mentir. Ça a été délicat aussi parce que du coup, j'ai vraiment eu dans l'idée de me dire, comme j'adhère pas tellement à ce système-là, ou en tout cas, je ne me sens pas à l'aise dans ce système-là, je n'ai pas très envie d'intégrer en fait une structure comme un hôpital ou ce genre de choses-là, où on est dans quelque chose de plus systématique. Alors du coup, je suis partie de rien quand même, et donc c'est vrai que les premiers mois ont quand même été pas évident. Il faut pouvoir se faire une place, l'air de rien aussi. Et puis, c'est vrai que parfois, ça bousculait certaines habitudes. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, je me suis fait taper sur les doigts 2-3 fois, que ce soit par des médecins ou par des logos ou par des collègues qui voulaient impérativement avoir certains chiffres. Et donc voilà, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu dans l'idée que mon rapport était avant tout destiné aux parents. Et que du coup, je voulais vraiment faire en sorte que tout ce qui apparaît soit intégré, intégrable en tout cas, et compréhensible pour le parent, en me disant que si le parent comprenait, automatiquement le professionnel qui avait davantage de connaissances pouvait le comprendre. Et que c'était le parent qui me consultait et pas le professionnel. Et donc, je voulais vraiment pouvoir leur rendre finalement cet investissement-là. Avec dans l'idée quand même que je ne voulais pas faire un rapport par personne non plus. Et donc, je n'avais pas envie de faire 4 rapports, un pour le prof, un pour le parent, un pour... donc voilà, j'essayais de conjuguer tout ça. J'en reviens, comme je te disais aujourd'hui, quasiment à ma façon de fonctionner initiale au niveau du compte-rendu, en tout cas, même s'il y a encore pas mal de choses que je voudrais améliorer. Donc, je ne suis pas encore au bout de mes évolutions, tant mieux d'ailleurs.
Mais oui, c'est ça. Je suis plus assertive, entre guillemets, par rapport à ça, avec la possibilité éventuellement d'avoir un tableau de chiffres, mais que je transmets uniquement aux professionnels et plus aux parents, mais où du coup, il n'y a rien d'autre que des chiffres. Et où je souligne très fort que en fait, ça ne vaut pas grand-chose s'il n'y a pas les interprétations. Et donc, c'est le rapport qui est le document initial. Mais je suis vraiment, on a envie d'un tableau de chiffres. Je fais du copier-coller de chacun de mes chiffres. Oui, c'est ça. Voilà. Je comprends. Je fais le même. Donc, ok. Normalement, c'est vrai que la question suivante, c'est de se poser la question, est-ce que le regard sur le TDAH a évolué ces dernières années, à ton sens? Et ça serait intéressant de voir effectivement ici, est-ce que tu as déjà l'impression que depuis que tu es revenu en Belgique, est-ce que tu as l'impression que le regard sur le TDAH a évolué? Et aussi justement de profiter de cette expérience que tu as eue pour voir si le regard sur le TDAH est différent entre le Canada et la Belgique. Oui, le regard a évolué. Comment est-ce que je peux le définir concrètement? Je pense que ça, c'est plus compliqué. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, le TDAH était essentiellement associé aux aspects comportementaux de type turbulence, en fait. C'était vraiment plus l'hyperactivité qui ressortait que l'aspect inattention. Et donc, tous les éléments comportementaux problématiques qu'on définissait par de l'hyperactivité, par de l'hyperkinésie, par un enfant turbulent, par un enfant mal éduqué, ça revenait quand même assez régulièrement aussi. Le fait qu'on en ait parlé beaucoup permet quand même malgré tout d'avoir une vision peut-être moins dramatique, enfin, ou en tout cas moins négative, je dirais, du trouble en tant que tel, moins culpabilisante aussi, autant pour l'enfant que pour le parent. On n'est pas du tout au bout de nos peines quand même, je trouve, parce que malgré tout, il y a encore énormément de choses incorrectes qui sont véhiculées et qui ont des répercussions qui sont pas appréciables, je dirais, autant pour le patient que pour son entourage. Et puis, je crois aussi qu'on a tendance à fonctionner avec un point d'intérêt sur certains trucs. Et donc, il y a 15 ans, c'était le TDAH, qui était vraiment... tout le monde était TDAH ou pas loin. Aujourd'hui, on a évolué un peu vers le haut potentiel, par exemple, où tout le monde est HP. Et puis, dans 10 ans, ce sera autre chose. Je pense qu'avant le TDAH, on était pas mal sur la dyscalculie. Avant ça, c'était plutôt la dyslexie. Et donc, voilà, je crois que... Il y a un aspect un peu sociétal derrière aussi, je pense, qui a un rôle. Est-ce que le regard est différent par rapport au Québec? Bon, alors ça remonte à il y a 10 ans, donc 10 ans quand même dans ce genre de sujet-là, je trouve que c'est énorme, donc je peux difficilement dire si aujourd'hui le regard est différent. Je pense que oui quand même, parce que comme je crois qu'on a quand même un peu de retard sur certaines choses, a priori, eux continuent à évoluer, nous à notre rythme aussi, mais avec le décalage qui peut se maintenir sur certaines choses. Est-ce que le regard était différent? Je pense que du coup, les connaissances étaient plus approfondies déjà à ce moment-là. Et donc, c'était plus accepté, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression que c'était effectivement plus accepté, autant dans la communauté professionnelle que chez les tout-venants et dans la population générale. Ok, donc c'était pas... il y avait une forme d'intégration qui était un peu plus logique, peut-être, plus normale dans le domaine. Okay. Plus d'acceptation de la Ceci part dit, des enseignants? pardon? De la part des enseignants également? Alors moi, j'avais peu de contact avec les enseignants en dehors du cadre de l'évaluation en tant que telle, puisqu'on faisait pas... Enfin, moi, je me chargeais pas de la prise en charge, en tout cas au CENOP. Mais oui, clairement, l'acceptation n'était pas la même, ne fût-ce qu'en termes de... alors, j'aime pas dire adaptation, mais de compréhension du trouble et de l'intégration du trouble au sein des pratiques. La même chose que ce qu'on avait chez nous, avec, je pense, une connaissance et une compréhension qui étaient déjà plus approfondies. Ça ne veut pas dire que tout était parfait, hein, loin de là. Mais je crois qu'effectivement, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient plus avancées que chez nous à ce niveau-là. Alors peut-être qu'on était quand même à l'époque dans une phase où le fait qu'on connaisse mieux le TDAH le rendait très à la mode malgré tout. Et donc, c'était quand même quelque chose qu'on entendait beaucoup, potentiellement excessivement. Et il me semble avoir entendu plus d'une fois des collègues qui disaient qu'effectivement, notamment, l'accès à la médication était beaucoup trop facile. Ce qu'on peut voir chez nous dans certains domaines aussi, finalement. Mais il y avait certains excès, entre guillemets, de ce type-là qui étaient observés aussi.
C'est vrai que c'est une question. Mais c'est vraiment bien, hein. Donc, Ouais. Bah, c'est une question qui revient régulièrement, hein, le fait d'avoir soit un surdiagnostic, soit une surprescription. C'est-à-dire que même quand le diagnostic n'est pas forcément là, on voit que les prescriptions sont quand même fortes au niveau nord-américain. C'est vrai que c'est des choses qui reviennent régulièrement et qu'on a une tendance à dire chez eux c'est beaucoup trop, chez nous c'est beaucoup trop faible. C'est un peu ça. Et donc il y a une forme d'équilibre à avoir. Ok. Euh, Par rapport à tout ça, tu penses que dans notre pays, donc faut savoir, on est en Belgique, l'idée c'est est-ce que tu penses qu'il y a encore des mythes qui sont préjudiciables pour le TDAH, que ce soit pour les parents, les enfants ou même les adultes qui auraient un TDAH? Est-ce que tu penses qu'il y a encore des mythes qui sont véhiculés aujourd'hui dans la société et qui posent des problèmes? oui. Oui. Alors, Si oui, lesquels? vous n'avez pas précisé. Alors, lesquels? Je crois qu'il y a quand même toujours euh, cette notion de mauvaise éducation quand même, qui va avoir tendance à revenir. En tout cas, beaucoup dans les craintes des parents, je trouve, avec cette grosse crainte du jugement des autres malgré tout. Donc, j'imagine quand même encore des mythes liés à cette mauvaise éducation qui pourrait donner lieu à un TDAH, qui apparaîtrait juste à cause de la mauvaise éducation. Euh, euh, alors, je sais pas dans quelle mesure on peut considérer que c'est un mythe, mais on va quand même encore souvent, je trouve, avoir tendance à se dire, OK, comme il y a un TDAH, il faut le rééduquer, avec l'espèce d'idée que du coup, en rééduquant, ça disparaîtra et on aura moins de problèmes. Ça, c'est quelque chose, je trouve, que moi, je rencontre souvent, en tout cas, notamment avec le milieu scolaire, où bien souvent, il y a des demandes de rééducation, alors neuropsy ou autre, mais où on va travailler l'attention, comme ça, il sera plus attentif ensuite. Et où là, ouais, là, je trouve que c'est un très, très gros mythe. Ouais, effectivement, ouais, c'est Ouais. relativement préjudiciable dans le cadre où ça fait retarder les prises en charge déjà des patients, des vraies prises en charge qui pourraient être marquées. Et Mhm. effectivement, c'est une croyance que si ça marche pas, bah, c'est soit le professionnel, soit l'enfant qui n'avait pas envie, quoi. C'est un peu ça. Ça, c'est effectivement ouais, là où c'est préjudiciable, c'est que ça remet effectivement toute la responsabilité sur les épaules de l'enfant qui déjà n'a pas de contrôle et à qui on demande de faire encore plus d'efforts pour avoir davantage de contrôle. Et donc, ça risque d'engendrer, à mon sens, des difficultés supplémentaires, finalement, et Ouais. d'accentuer potentiellement euh, Et les fragilités initiales. de l'autre côté, c'est vrai que ça remet aussi un petit peu la prise en charge sur le dos du professionnel, de dire, voilà, si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas capable de faire une prise en charge correcte aussi, quoi. C'est un peu ça le truc, ouais. Ouais. Et du coup, ça rejoint sans doute l'idée aussi on ne connaît pas encore suffisamment, en tout cas, c'est pas encore suffisamment généralisé la connaissance du TDAH, parce que du coup, on sait pas comment s'ajuster ou s'adapter suffisamment à ce type de fonctionnement-là. Mhm, clairement. Et donc, justement, en parlant prise en charge, à ton avis, ou est-ce que tu as pu rencontrer, est-ce que tu as déjà pu voir un peu certaines choses, mais quelle est selon toi vraiment la piste la plus prometteuse dans l'accompagnement soit d'un enfant, d'une famille, d'ados ou d'adultes qui ont un TDAH? En gros, c'est quelle est la piste la plus prometteuse pour leur revenir en aide aujourd'hui? Alors, ben, je vais prêcher pour ta chapelle, évidemment, mais euh, Ouais, c'est orienté hein, oui, je me doute. comme Je me doute. interview. Faut que je fasse une pub en plus ou bien Non, ça va. Je la ferai Non, moi. mais je pense, mais ça, je crois que c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un bout de temps malgré tout, mais je pense effectivement que c'est en travaillant sur l'environnement, si je dois le résumer, effectivement, que c'est en essayant d'avoir un impact sur l'environnement qu'on va pouvoir accompagner et soutenir au mieux la personne qui présente un TDAH, que ce soit enfant, ado ou adulte. Après, le travail sur l'environnement va sans doute être très différent en fonction de chaque patient d'une part, et puis des âges de développement de chacun aussi. Chez un enfant, du coup, on va travailler principalement avec le parent et l'équipe enseignante, avec comme première étape, du coup, de leur faire prendre conscience aussi, de manière aussi détaillée que possible de qu'est-ce que c'est qu'un TDAH, quelles sont les répercussions, quels sont
les particularités, que ce soit au niveau cérébral et physiologique ou au niveau comportemental et ce genre de choses-là. Potentiellement, qu'est-ce qu'on peut attendre aussi de ces enfants-là, même si on peut pas, je pense qu'on ne peut pas les enfermer parce qu'on n'a pas de boule de cristal et donc le pronostic reste quand même toujours incertain malgré tout. Mais on peut quand même accompagner au mieux pour limiter potentiellement certaines choses et accompagner, c'est ça, le développement de façon aussi optimale et positive que possible. L'ado, je crois qu'on va pouvoir le rendre davantage acteur que l'enfant tout seul, finalement. Même si je garde en tête quand même que c'est en adaptant l'environnement qu'on va pouvoir avoir certains impacts malgré tout, mais peut-être que l'ado sera plus, si pas responsabilisé, en tout cas mis au centre des changements en termes d'environnement. Et puis l'adulte, ce sera lui qui sera responsable finalement des changements de son environnement ou qui pourra mettre en place certaines organisations particulières ou certains outils spécifiques dans son environnement et qui devra davantage les gérer de façon autodisciplinée, entre guillemets, même si à nouveau, il peut être accompagné par une personne qui va l'orienter, mais il y aura moins d'accompagnement quotidien que ce qu'un enfant peut avoir. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'au final, on va avoir des prises en charge qui ne sont pas directement centrées sur le patient, mais de se dire qu'on va vraiment travailler sur ce qui est autour de lui pour essayer d'avoir un maximum d'adaptation. C'est un petit peu cette idée-là. Et c'est vrai que on a une tendance à se positionner sur les aspects prometteurs, c'est-à-dire en gros des nouvelles thérapies, des choses qui seraient exceptionnelles et qui allez, vendent un peu aussi des miracles à un moment donné de guérison du TDAH, et ainsi de suite, alors que l'accompagnement et la gestion de l'environnement, c'est quelque chose qui est relativement ancien. Donc c'est vrai que c'est une recommandation qu'on fait de manière normalement primaire et qui effectivement est peu enseignée. Alors dis-moi toi de ton côté, mais moi je me souviens pas qu'à la fac par exemple, on m'ait expliqué ça, tu vois. Ça, c'est un truc, d'abord gérer les environnements et après voyer un peu pour les pathologies, un truc qu'on m'a pas du tout enseigné, quoi. C'est un peu ça l'idée. Bon, au-delà de ça, je trouve que à l'UNIF, c'est même pas juste la prise en charge, ça va être déjà avant pour l'identification en tant que telle. On est déjà dans quelque chose assez dramatique. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de prise en charge, moi, les seuls souvenirs que j'en ai, c'est de la rééducation sous forme de drill. Mais de façon très généralisée, c'est-à-dire qu'on va autant en parler pour des AVC ou des lésions ou quelque chose de plus adulte, en fait, finalement, qui serait plus accidentel ou secondaire à un accident, en tout cas. Mais on va le généraliser à l'enfant sans du tout prendre en considération l'aspect neurodéveloppemental, du coup. Ouais, c'est relativement dramatique, sans compter qu'il me semble que ça fait quand même très, très, très longtemps qu'on sait que ça ne sert à rien. On sait en fait que ça ne se généralise pas. Ça. C'est très intéressant, on fait un truc dans notre bureau, ça s'améliore dans notre bureau, on est très content et après ça ne se généralise pas au reste. Ça peut s'améliorer sur les tests aussi, du coup. Oui, parce qu'en fait, du bilan psychométrique qui s'améliore légèrement. oui, parce qu'en fait, comme les utilisations en remédiation cognitive, c'est souvent un drill à des épreuves qui sont quasiment similaires que ceux des tests, forcément, oui, sur les tests, on risque de voir des résultats. C'est vrai que dans la vie quotidienne, il n'y a pas grand-chose, en tout cas. Et c'est pourtant ça qu'on essaie de cibler. C'est ça qui est particulier. Donc, ouais. Parce que là, je pense qu'on est tous bien d'accord, effectivement, sur les objectifs finaux qui sont l'amélioration du quotidien. Ouais. C'est vraiment essayer de répondre effectivement à la demande du patient. Je pense que c'est vrai que c'est important. Et oui, sur la faculté, sur l'université, la formation et autres, j'en parle quasiment à chaque interview et avec tous les psychologues, en fait. C'est-à-dire que de manière générale, on est bien quasiment tous d'accord, que ce soit en Belgique ou en France, qu'on n'est pas assez formé. C'est même pas la question qu'on est mal formé ou pas, c'est une question qu'on ne l'est pas assez. C'est un peu ça, en fait. On se retrouve relativement démunis quand on arrive sur le terrain avec des choses qui viennent plus de nos endroits de stage, bien plus que ce qu'on a appris directement à l'université. Et c'est vrai que ce que je dis toujours maintenant, et encore une fois, si je faisais ces interviews il y a 3 ou 4 ans,
je dirais clairement pas la même chose, mais je pense que ce que l'université, moi, m'a appris, c'est de garder un esprit critique et de faire de la recherche. En gros, c'est un peu ça. C'est de me dire, on m'a enseigné des trucs, mais ça a évolué très fort. Et donc, ce qu'on m'a enseigné, c'est de dire, tu dois évoluer avec ta pratique. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que ça reste un peu compliqué parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le fait. Mais je ne veux pas généraliser, mais souvent, on a des routines qui s'installent en tant que psychologue. Et effectivement, c'est des fois un peu dur de pouvoir ressortir de ça et de se dire, je prends le temps de peut-être modifier ma pratique en sachant que ça nous met dans un inconfort C'est ça. pas possible. Parce que je sais que, enfin, on en a largement discuté ensemble là, d'ailleurs, mais que c'est pas facile en fait de passer de l'un à l'autre et de se dire, voilà, comme tu l'as vécu quand tu es revenu et comme tu l'as revécu et que tu le vis encore maintenant parfois sur la façon de pratiquer aujourd'hui. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a un côté, en fait, il y a un côté très confortable, mais un côté très rassurant aussi d'avoir des pratiques qui malgré tout roulent et où on a relativement confiance là-dedans aussi, malgré tout, à tort ou à raison, hein, peu importe, mais en tout cas, on a confiance, donc ça roule. Et le changement est très énergivore et assez épuisant, voire même parfois démoralisant, dans le sens où à partir du moment où on lance le changement, en fait, le tunnel, il est très long quand même. Alors, il y a plein de petites étapes qui sont vachement satisfaisantes. Moi, je prends en fait beaucoup, beaucoup plus de plaisir aujourd'hui, finalement, à évaluer un patient et son environnement que ce que je faisais à l'époque. Maintenant, clairement, c'est un changement d'habitude relativement radical pour certaines choses en tout cas, pas pour tout, parce que je pense que j'avais quand même une sensibilité clinique qui était quand même fort présente malgré tout, mais clairement, à la fin de mes journées, je suis épuisée et je crois que dans mes perceptions des choses aussi, je change très fort, c'est-à-dire que j'ai quand même souvent eu finalement une espèce de crainte, c'est horrible ce que je vais dire, mais une espèce de crainte financière malgré tout aussi, de me dire bah, finalement il faut que j'accumule les séances aussi. Alors je ne vais pas les réduire pour autant, mais je vais en faire beaucoup sur une journée parce qu'il faut que ma journée soit suffisamment rentable et que je puisse manger et faire nourrir mes enfants aussi. Je caricature quand même légèrement, mais voilà, c'était quand même malgré tout une réalité, là où aujourd'hui j'en viens à me dire, mais finalement, c'était pas un équilibre qui me satisfaisait pleinement parce que je rentrais quand même épuisée à la maison, mais épuisée, pas complètement satisfaite. Là où aujourd'hui, je reste fatiguée pour l'instant, mais je suis satisfaite, quoi. Et effectivement, je vois moins de patients. Je prends le temps de faire des pauses entre mes patients aussi. Je recommence à manger à midi, ce que j'ai plus fait depuis des années et des années et C'est des années. important, important. Et donc oui, c'est finalement du coup un changement qui concerne ma pratique, mais qui concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses finalement dans ma pratique. C'est pas juste la façon dont je vais utiliser mes outils. C'est beaucoup plus large que ça. Euh, Après, c'est un côté très excitant en fait aussi, l'air de rien. Mais quand même, ce petit côté démoralisant parfois en fait, il y a toujours un autre truc, quoi. Alors, c'est super agréable de se dire, je vais toujours pouvoir apprendre, c'est quelque chose que moi, j'adore. Mais parfois, je me fais la liste de tout ce que je veux faire et je me dis, ah ouais, quand même, mais il va falloir compartimenter, quoi. Donc, Mais c'est bien parce que cette modification et le fait que tu te sentes aussi euh, ben, plus intéressé et plus en accord avec ta propre profession va aider les patients. c'est Et sûr, c'est ouais. ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu aussi où je faisais des bilans de 8h à 20h, non-stop. Et clairement, à la fin, on se dit, mais est-ce que je réponds vraiment à ce que le patient veut ou alors est-ce que je fais des bilans à la chaîne, quoi. Et effectivement, je faisais du bilan à la chaîne sans spécialement réfléchir entre les bilans. Et je me dis, ben voilà, ça se corrige automatiquement, ça fait des choses. Et au final, j'apporte peut-être pas les choses aujourd'hui par rapport aux demandes des patients. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai pu transformer aussi avec le temps. Et notamment dans le cadre où, je veux dire, dans le TDAH, encore une fois, la question de se poser diagnostic ou pas, oui, c'est utile quand même pour l'accompagnement, pour la prise en charge, mais c'est surtout de prendre le temps de pouvoir mettre en place des choses spécifiques pour chaque patient qui vient. Et je pense que si on fait à la chaîne, on est plus spécifique. Oui, tout C'est à un peu fait. ça l'idée. Donc,
Alors, Donc, ce ouais, qui est rigolo, c'est qu'au CENOP, moi, je voyais 2 patients par jour, en fait. Donc, c'était 2 fois 3 heures. Alors, parfois, quand j'avais des grosses semaines, j'avais une remise de rapport en plus. Donc, ça me faisait 3 patients, mais c'était mon maximum, quoi. J'avais jamais plus que 3 patients. Alors, du coup, c'était 3 heures le matin pour une évaluation, 3 heures l'après-midi pour une autre partie d'évaluation, et puis potentiellement 2 heures de remise de rapport quand même après. Et c'est rigolo parce que bien souvent, j'avais des retours de tes journées sont quand même vachement, vachement grosses. Alors que si je regarde en termes d'heures aujourd'hui, enfin moins aujourd'hui, mais quand je suis rentrée en Belgique, en tout cas, on était plus dans quelque chose de quasiment sommatif, en fait, avec une accumulation quasiment sans limite parfois de patients. Et où j'étais, alors moi j'ai toujours voulu garder quand même suffisamment de temps, mais je me rends compte que c'était pas suffisamment long, donc j'avais des séances d'1 heure et demie, voire 2 heures pour les bilans, mais j'en faisais 3, 4, 5 sur ma journée, quoi. Non, pas 5, mais facilement 3, quoi. ah, moi, sur Plus du... de la prise en charge par la suite, ou une remise de rapport, ou... Ah, c'est vrai que moi, j'ai eu une période, 8-20, où je faisais 5, voire 6 bilans sur une journée. Donc, et je peux être honnête sur le principe que les 3 derniers, je Oui, c'est ça. réfléchissais plus du tout. C'était de l'automatisme. Donc, ouais. Ouais. Donc, ouais. Sans compter que les patients devaient potentiellement être fort fatigués en fin de journée aussi, Oui, ils réfléchissaient plus non plus. c'est sûr qu'un bilan à 18 h jusqu'à 20 h, c'est très, très chaud. Donc, C'est ça. voilà. Ouais. Bien. Alors, c'est intéressant justement cette question de la pratique et notamment, tu le disais tout à l'heure, du fait de la question d'expliquer les troubles aussi, de se dire que mieux les gens comprennent au final, plus c'est simple. C'est un Mhm. peu ça. Et aussi, j'apprécie vraiment le côté justement, en gros, les grandes découvertes de ces 10 dernières années, on n'a pas trouvé grand-chose. Et donc, l'idée, c'est que imagine-toi ou imagine aujourd'hui un étudiant ou un très jeune chercheur qui s'intéresserait vraiment au TDAH et qui récolte des avis et il te demande ton avis en gros sur ok, moi je vais débuter quelque chose, je vais débuter une recherche ou je vais débuter un intérêt dans le TDAH par rapport à quelque chose en particulier. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu te dis, ça serait quand même bien qu'on en sache un peu plus sur telle chose en lien avec le TDAH? Est-ce qu'il y a un truc qui te manque, soit dans la compréhension du TDAH, soit en te disant, ça serait bien d'avoir ça en plus Mhm. aujourd'hui? Je pense qu'il y a des choses qui me manquent, mais je ne suis pas convaincue que ce soit des choses qui ne sont pas encore étudiées aujourd'hui. Euh, Moi, j'aimerais avoir plus de connaissances, entre guillemets, sur les liens entre TDAH et écran, par exemple, et TDAH et alimentation, parce que ce sont des choses qui reviennent assez régulièrement dans les questionnements de mes patients aussi, avec parfois je crois quand même pas mal de mythes sur beaucoup de choses. Et donc, j'aimerais pouvoir davantage avoir des bases prouvées, entre guillemets, par rapport à ça. Maintenant, je ne suis pas convaincue que c'est pas quelque chose qui... Enfin, non, je suis convaincue que c'est déjà quelque chose qui est développé, et donc c'est davantage moi qui dois faire les recherches, pas les jeunes étudiants. Euh, ouais, alors sur cette question, ça fait partie de l'hygiène de vie, hein, de manière générale. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux sur alimentation et TDAH, notamment les vrais mythes hein, qui sont véhiculés sur le sucre, sur les colorants et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est ça, en fait, je crois que je connais les grandes lignes, mais voilà, j'aimerais en savoir plus, ne fût-ce qu'en termes de psychoéducation aussi, pour être beaucoup plus précise auprès des parents et donc plus convaincante, en fait, sur certaines choses. Je connais les grandes lignes de l'hygiène, enfin, je connais, oui, je pense que je suis relativement au clair avec les grandes lignes de l'hygiène et certains de ces mythes-là. Par rapport à l'écran, pareil, hein, j'ai souvent des parents moi, qui me disent oui, mais bon, s'il regarde 10 minutes la télé tous les jours, il va devenir accro. Ben, on s'entend qu'on est dans quelque chose d'assez excessif par rapport à ça aussi. Ouais. Euh, mais voilà, tout en pouvant malgré tout mettre certains points d'attention, parce que je suis convaincue qu'il y en a certains qui peuvent être intéressants. Alors, en fait, je crois TDAH ou pas, mais du coup, pourquoi pas utiliser le TDAH pour appuyer ces aspects-là. Ouais. Pour dans l'éducation, là, c'est autre chose. Hein, Ouais, c'est ça. Mais non, je me fais de l'autopromotion, tu vois. Lundi soir, j'ai fait une intervention, j'ai fait une conférence en ligne sur le sujet en fait de l'hygiène de vie dans le TDAH, et notamment au travers de l'alimentation, les écrans, l'activité physique qui est ultra importante et qui devrait être systématiquement mise en place avec les enfants TDAH Mhm. comme thérapie
complémentaires, en fait. Donc, et alors, le sommeil. Oui. Et effectivement, ces 4 grands liens avec le TDAH, avec leurs particularités, avec comment on peut les accompagner et comment on peut aider les parents à structurer en fait tout ça. C'est-à-dire que l'hygiène de vie, elle est vraiment importante. Et en fait, quand je dis les parents, c'est aussi les adultes, parce qu'on va avoir la même chose, et notamment, par exemple, les problèmes d'écran. Quoi qu'on en pense, on s'inquiète énormément pour les enfants, mais il faut savoir que les problèmes liés aux écrans, ils sont bien plus présents chez les adultes TDAH que chez les enfants. Donc, et c'est vrai que l'hygiène de vie, c'est particulier parce qu'il y a des regards et des mythes, mais des trucs dingues en lien avec ça. Euh, les régimes spécifiques, par exemple, dont on entend parler des fois, dans les écrans, effectivement, le fait d'obligatoirement limiter, comme tu dis, 10 minutes. Oui, j'ai adoré le début février, il y a eu un article dans Le Monde qui est sorti, et c'est une psychologue spécialisée justement dans le lien avec les médias qui intervient et qui... enfin, alors, c'est juste parce que ça m'a fait rire, hein, d'accord. Mais je vous mettrai le lien vers l'article ici en dessous. Mais elle explique que le temps d'écran, c'est la donnée zéro de toutes les analyses possibles. Parce que vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui regarde 14 heures des pandas qui pètent avec quelqu'un qui fait 14 heures de chaînes informatives, de cours en ligne ou ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est le même nombre d'heures, mais sauf que l'utilisation qu'on en fait, elle est totalement différente. Et donc, on ne peut pas comparer des données en termes de temps, on doit comparer des données en termes d'utilisation et d'interaction. C'est-à-dire reprendre les écrans pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un outil. Un outil pour faire comprendre quelque chose, pour avoir des interactions avec son enfant. C'est sûr que laisser un gamin pendant 3, 4, 5 heures seul dans sa chambre avec un écran en face de soi, le problème, ce n'est pas tant l'écran. Le problème, c'est le manque d'interaction qui est créé, en fait. Et c'est comme ça que c'est pensé aujourd'hui. Et on a pas mal de données là-dessus qui sont plutôt intéressantes. Et le lien entre l'apparition de TDAH et d'écran, elle est folle, quoi. C'est de dire que l'écran crée des TDAH. C'est tellement, il n'y a rien de plus faux que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un super livre de Nicolas Poirel qui est sorti sur les enfants et les écrans, et donc TDAH ou pas, et qui montre que pour qu'un enfant développe des symptômes TDAH à l'âge de 7 ans, il faut qu'à partir de 1 ou 3 ans, il ait regardé la télé 7 heures par jour. C'est juste incroyable. Et oui, il y a des enfants qui regardent vraiment la télé 7 heures par jour, et on voit vraiment qu'il y a un truc là qui se passe, mais qui le point, en fait, la modération là-dedans, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'interaction avec l'environnement, pas tant qu'il soit face à la télé, en fait. Et ça, c'est intéressant de voir ce genre de choses. Je trouve que c'est, en fait, de manière globale, c'est quelque chose qui peut se généraliser. Tu parlais tout à l'heure du temps d'écran versus du contenu. Cette notion qualité versus quantité, c'est quelque chose de fort présent en fait dans les troubles neurodéveloppementaux de manière générale, et il y a pas mal à nouveau de mythes qui sont véhiculés par rapport à ça aussi, avec cette compréhension qui, je trouve, n'est pas toujours optimale entre les différences quantitatives, les différences qualitatives qu'on peut trouver entre un enfant ordinaire, entre guillemets, ou un enfant qui pourrait présenter tel ou tel trouble. Et en fait, ça diffère très fort en fonction du trouble aussi, c'est-à-dire qu'il y en a certains pour lesquels on va être dans quelque chose de davantage quantitatif, ou en tout cas quantifiable, et il y en a d'autres pour lesquels on sera davantage dans quelque chose de qualitatif. Et parfois, c'est compliqué aussi, je trouve, ces notions-là, de pouvoir vraiment... Et même si travailler sur les comportements, ça peut être quelque chose de mesurable et d'observable, on ne peut pas tout généraliser de cette façon-là non plus. Et, voilà. Mais c'est vrai, voilà. Et donc, sur les questions, effectivement, d'écran, les chercheurs sont clairs sur le fait qu'on est au tout début de quelque chose qui doit se développer, simplement parce que là, pour le moment, on confond aussi l'utilisation de la télévision, des jeux vidéo, de la tablette, du téléphone. On met tout ensemble et on dit, voilà, ça, c'est du temps d'écran. Oui. Mais l'utilisation n'est pas du tout la même. Non, tout à fait. Donc, on n'a pas Facebook sur la télévision, a priori. Enfin, si, on peut, mais ce n'est pas cette utilisation-là qu'on en fait. Et donc, il y a déjà cette séparation. Et là, par contre, on n'a pas assez de recherche qui différencie les différents éléments.
Et on a la même chose dans l'alimentation, où il y a vraiment beaucoup d'études sur l'alimentation, mais on a énormément de biais de publication qui sont présents, parce que souvent, ce sont des gens qui ont tendance à plutôt faire une étude pour montrer qu'ils ont raison, point, quoi. C'est simplement ça. Et donc, il y a souvent des biais de publication qui sont assez présents, notamment des manques de groupe contrôle ou des ajustements un peu là-dessus. Et donc, on a des tendances avec l'alimentation, et c'est vrai, d'accord. C'est-à-dire que manger trop de sucre, c'est pas bon, quoi. Mais TDAH ou pas, je veux dire, ça, voilà. Et, et encore, les effets des sucres sont pas si horribles qu'on peut l'entendre, sauf chez des personnes qui sont particulièrement sensibles au niveau de leur métabolisme. Il y a des gens qui sont plus sensibles au sucre et à ses effets. Donc voilà. Mais ce n'est pas en lien avec le TDAH. C'est ça. Alors concrètement, moi je t'assure que quand mes enfants ils passent une journée Halloween à l'école où il y a beaucoup d'excitation et puis on fait que bouffer des boules, Ouais. je le sens quand même en retour de la maison. Bon, le lendemain c'est fini, on est bien d'accord, mais je le sens quand même, quoi. Mais en fait, Sur le sucre, on est d'accord. Mais... ouais, parce qu'en fait, l'idée, c'est que les études qui ont. Il y a une grosse méta-analyse qui est sortie là en 2020 sur ce sujet-là. Et en fait, ils disent, mais attention de ne pas confondre. C'est-à-dire que c'est Halloween, il y a énormément d'excitation, en fait. Et que des fois, on confond juste parce que les grandes quantités de bonbons qui sont avalées sont souvent faites dans des situations très particulières. Et en fait, l'excitation de l'environnement est peut-être tout aussi à incriminer que la consommation de sucre. C'est un peu Non, ça. clairement. Ouais. Parce que souvent, on mange ça aux anniversaires, ou justement, voilà, aux fêtes. Ben oui, et donc forcément, on a des montées comme ça. Quand on va au cinéma et qu'on se prend on est excité par la situation. Et donc, c'est peut-être pas spécialement que l'alimentation, c'est peut-être l'excitation générale qui fait. Et donc, on a des chouettes interventions comme ça, et justement, ils essayent d'identifier ça, et on n'est pas encore sûr par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça évolue. Et donc, oui, effectivement, je pense que je te rejoins sur le fait de mieux comprendre ces aspects d'hygiène de vie, en fait. Je pense que ça canaliserait tellement une certaine intensité de symptômes. C'est un peu ça. Ça guérirait pas, on est bien d'accord, comme d'habitude. Mais l'intensité des symptômes, on pourrait peut-être mieux la gérer, en tout cas. C'est bon, j'ai réussi ma question. Ouais. Un point. Tu passes l'examen final, en fait, c'est bien. Alors, je te propose là maintenant qu'on passe dans la deuxième grosse partie, c'est la question conseil, en fait. C'est-à-dire que, de manière générale, que ce soit aux professionnels, aux patients, aux membres d'associations et autres, je demande toujours, mais au final, quel type de conseil vous donneriez à des personnes TDAH? Alors, je te laisse le choix soit de différencier entre les différents domaines, c'est-à-dire parents, après enfants, ados, adultes et enseignants, ou de te dire peut-être que tu as un conseil global pour l'ensemble des gens. Vraiment, c'est toi qui vois ce qui est le plus facile pour toi, ce que tu as envie de donner, des choses particulières ou non, simplement. Je dirais que le conseil global que je donnerais à tout le monde, c'est venez, on va comprendre ce que c'est. Ce serait vraiment la première étape qui est nécessaire et indispensable à mon sens. Après, je crois qu'il y a potentiellement plein de petits trucs et astuces qui peuvent être mis en place, mais en réalité, je me demande dans quelle mesure les trucs et astuces sont efficaces ou si c'est parce qu'on change la perception des gens que du coup, on a effectivement une modification qui rend l'outil ou l'astuce plus efficace. Je ne me le demande pas, en fait, je le sais un peu, mais, mais du coup, en fait, ça revient à mon conseil de base qui est venez, on va comprendre ce que c'est. D'abord, pour commencer, on va changer un peu de regard, on va changer de lunettes et on va pouvoir à ce moment-là de façon assez automatique, en fait, ajuster quelques pratiques. Et puis après, je crois qu'il y a des conseils qui peuvent être donnés au niveau de la gestion familiale, au niveau de la gestion de classe, au niveau de la gestion du quotidien, mais je ne sais pas dans quelle mesure ce sont des conseils que je distinguerais très, très fort comment est-ce que je te dirais, d'enfants, entre guillemets, ordinaires. C'est-à-dire que peut-être que je vais davantage taper sur le clou de certaines choses en montrant à quel point l'enfant peut en avoir besoin.
Mais j'estime qu'en fait, tout enfant va avoir besoin de ça. Alors peut-être de façon un peu moins intensive, peut-être de façon un peu moins marquée, peut-être de façon, entre guillemets, moins systématique ou moins rigide que dans le cadre du TDAH. Mais quand on va parler, par exemple, je ne sais pas moi, de routine, de cohérence parentale ou ce genre de choses-là, ben, en fait, je trouve que c'est indispensable pour tous les enfants, troubles ou pas troubles. Et à nouveau, c'est en expliquant le fonctionnement, alors soit de l'enfant ordinaire, soit du TDAH, que je vais pouvoir amener les parents, l'équipe enseignante, voire le jeune lui-même, à discipliner un petit peu ou à modifier certaines de ses pratiques par rapport au mode de fonctionnement de l'enfant. Mhm. Voilà. Donc, question effectivement routine, ça c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes. Les aspects effectivement cohérence parentale, ça, c'est un truc effectivement pour les enfants, je pense que c'est indispensable et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le principe que c'est quelque chose qu'on met en place pour tous les enfants, TDAH ou pas en fait. C'est vrai qu'il y a des familles où il y a beaucoup d'incohérences en général, c'est pas l'idéal non plus. Donc, ok. À nouveau, là-dessus, je crois que j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule aussi, parce qu'à l'époque, j'avais plutôt tendance à essayer de cibler 2, 3, 4 aménagements plus spécifiques. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que je disais quand même toujours aux patients, c'est les aménagements spécifiques qu'on va recommander pour, en fait, finalement, tous les enfants. Et je trouverais ça normal que tous les enfants puissent en bénéficier, troubles ou pas troubles. Alors, typiquement, à l'école, ce serait, par exemple, très bêtement et sans réflexion, il peut avoir droit à plus de temps, quoi. On parle d'un tiers-temps supplémentaire en règle générale. Moi, j'ai toujours trouvé ça relativement injuste qu'on soit obligé d'avoir un trouble pour avoir droit à un peu plus de temps. Parce que finalement, il y a mille et une raisons qui peuvent expliquer qu'on est un peu plus lent ou qu'on a besoin d'un peu plus de temps, qu'on est plus stressé. Et donc, je trouvais ça relativement injuste de limiter cet accès-là juste aux enfants qui avaient un trouble ou on les généraliser aux besoins spécifiques. Et donc, c'est vrai que bien souvent, de façon pas complètement honnête, mais tout à fait transparente avec les parents en tout cas, même si je ne concluais pas à une hypothèse de trouble déficitaire de l'attention, dans mes recommandations, j'avais toujours ce temps supplémentaire, le fait euh, d'aller régulièrement chercher l'attention de l'enfant, de l'accompagner, de lui donner du feedback positif, etc. Qui sont des trucs en fait assez basiques, voire cons en fait, hein, parfois. C'est pas, il y a rien de fondamental là derrière. Mais parce que je trouvais qu'en fait, tout le monde y avait droit. Et donc, quel que soit le profil que je pouvais dégager, ces trucs-là, je les mettais quand même souvent dans mon rapport. Alors, je les mets moins aujourd'hui parce que j'en viens quand même à me dire que finalement, ça décrédibilise l'outil en soi si je le généralise à tout le monde. Même si je continue à trouver que c'est intéressant pour tous, mais c'est qu'à force, si effectivement tous les enfants doivent être distingués de cette façon-là, alors je trouverais ça beaucoup plus intéressant de dire qu'il faut le faire pour tous les enfants. Ceci dit, ça va être la même chose aujourd'hui quand je vais donner des conseils par rapport à l'équipe enseignante, par exemple. La toute première chose que je vais recommander, c'est on se rencontre et on prend le temps d'expliquer ce que c'est concrètement. Et puis après, on prendra le temps de lister finalement les difficultés. Moi, je veux vraiment du concret. Mon exigence auprès des parents et des enseignants, c'est toujours d'avoir du concret. Quand on me dit il est inattentif, je trouve que ça ne veut rien dire en fait. Et donc, je veux vraiment aller dans des moments ultra concrets. Et souvent, je trouve que c'est là aussi qu'on peut faire un petit peu la distinction de ce qui est véritablement retentissant de ce qui n'est pas. Quand quelqu'un n'est pas capable de me dire quels sont les moments où il est véritablement inattentif ou me décrire une situation, bah, je me dis c'est que du coup, on n'est pas dans quelque chose de véritablement dramatique, puisque je n'ai pas d'exemple, quoi. Ouais. Bon, après, peut-être que je suis un petit peu sévère par rapport à ça, mais moi, c'est vraiment mon exigence. Je veux vraiment avoir de l'archi concret. Et puis, en fait, de manière générale, je vais essayer d'amener l'équipe enseignante à modifier ses pratiques pour l'ensemble de la classe. Enfin, quand je dis modifier ses pratiques, ce n'est pas non plus des trucs... c'est des trucs qui, à partir du moment où on les explique, ressemblent plus à du bon sens qu'autre chose. Mais qui peuvent être généralisés à l'ensemble de la classe pour éviter d'être dans de l'individualisation. Parce que je trouve qu'à partir du moment où on différencie trop et qu'on individualise trop, on perd quand même un petit peu aussi l'avantage de l'école et du système. Je crois que c'est quand même très important aussi que l'enfant puisse développer ses capacités d'adaptation. Et plus on adapte pour lui, moins lui va devoir s'ajuster finalement à son milieu aussi. Et sur du long terme, je crois qu'on y perd en fait en le faisant de cette façon-là. Sans compter que ça demande beaucoup plus de temps à l'enseignante ou l'enseignant, et que du coup,
Sur du long terme, ça tient moins, parce que si je dois fournir plus d'efforts sur du long terme, c'est plus dur à tenir. Et donc finalement, ça remplit les objectifs de personne et c'est pas du tout efficace. Donc, c'est ça. Ma première étape, c'est vraiment l'explication pour tout un chacun. Et puis la deuxième, ce serait effectivement essayer de généraliser certaines pratiques pour répondre davantage aux besoins ou au fonctionnement de l'enfant, mais sans être dans quelque chose de, je sais pas comment dire, de foncièrement différent. Je dis toujours aux parents que il faut pouvoir respecter tout le monde, quoi. Il ne s'agit pas non plus de mettre les besoins des parents de côté pour pouvoir répondre complètement à ceux de l'enfant aussi, et que ça ne fonctionnera qu'à partir du moment où un équilibre est trouvé pour tout le monde. Pas juste pour l'enfant, pas juste pour le parent, pas juste pour l'enseignant. Ouais. Et alors, souvent, je vais plus loin aussi parce que pour les enfants, je ne travaille plus du tout, moi, aujourd'hui, avec les enfants. Je travaille vraiment davantage avec les encadrants, finalement, les intervenants, parents, éducateurs, profs, etc. Et le message que je vais souvent leur transmettre, c'est que finalement, ceux qui souffrent le plus dans la situation, bien souvent, ne sont pas les enfants. Et que du coup, en fait, ils n'ont pas beaucoup de raisons d'aller travailler sur certaines choses, puisque même si ça génère des difficultés et qu'il y a un retentissement, c'est sûr, ils ont cette faculté de passer quand même très, très vite à l'étape d'après, et donc de ne pas rester ou d'accumuler finalement ces difficultés. C'est sans doute le gros avantage de l'impulsivité aussi. Mais contrairement à l'adulte, qui lui va vraiment être dans l'accumulation et puis arriver à saturation. Et donc finalement, celui qui souffre le plus, c'est l'adulte. Et donc ça me paraît tout à fait logique d'accompagner l'adulte plus que l'enfant. Mhm. Voilà. Alors, ouais. Donc c'est vrai que si on résume vraiment tout ça, c'est la psychoéducation, vraiment cette idée de faire en sorte que tout le monde ait bien compris de quoi on parle, et donc qu'il y ait une forme quand même aussi d'acceptation de ce fonctionnement. C'est-à-dire que on passe vers des visions aussi, on ne travaille pas avec l'enfant aussi parce que l'objectif n'est pas de le transformer. C'est vraiment aussi le fait d'avoir une acceptation et de mettre des choses en place pour qu'il puisse fonctionner avec sa particularité dans un monde qui lui permet de fonctionner comme ça, quoi. C'est parce qu'on l'a compris qu'on arrive à mettre des choses en place. Donc ça, effectivement, c'est une chose très, très, très pertinente. La deuxième, c'est essayer de généraliser. Et justement, moi, c'est un truc qui me questionne aussi, hein, c'est qu'on n'arrête pas de parler d'aménagement spécifique. Et au final, on s'aperçoit que si on généralisait, ça ne serait pas des aménagements. On travaillerait de cette façon-là et ça serait tellement plus correct pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on parle notamment des renforcements, par exemple des feedbacks. Ah oui, c'est bon pour n'importe qui le feedback, hein, c'est pas un truc. Donc, effectivement, je pense que la vision d'aménagement spécifique, elle est très intéressante, mais pas autant qu'elle est diffusée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que maintenant, en fait, tous les enfants doivent avoir des aménagements spécifiques. Ben oui, il faut peut-être penser de manière générale, quoi, de repartir d'un truc où on va tous les viser, et je pense que c'est intéressant aussi de voir les choses comme ça. Et je suis tout à fait d'accord sur le principe qu'au final, c'est pas les enfants, souvent en tout cas, pas tous, mais souvent, c'est pas eux qui en souffrent le plus. Et c'est en ça que le travail doit être fait d'abord sur l'environnement, et après, dans certains cas, avec des enfants qui, eux, en souffrent vraiment, mais au final, c'est une toute petite fraction, en fait, des enfants qui en souffrent réellement par rapport à l'environnement dans lequel ils sont, et qui, lui, vraiment a du mal. Je dis souvent ça, mais en Suisse, ils disent toujours un enfant qui a des troubles, c'est un enseignant qui est en difficulté. Travailler avec les enseignants. Parce que quand l'enseignant il sera plus en difficulté parce qu'il a compris ses élèves, il va naturellement mettre les choses en place pour que les élèves s'adaptent mieux, se sentent mieux et avancent, sans qu'on ait besoin de travailler pleinement rien qu'avec l'enfant. Parce que si on travaille que avec l'enfant, en fait, l'enseignant il est toujours en souffrance parce qu'il n'a pas compris. Et c'est un petit peu ça le. Ouais. Oui, sans compter que tu parlais de la petite proportion d'enfants qui souffrent, que je ne veux absolument pas minimiser non plus, parce qu'effectivement, il y en a, mais à nouveau, en travaillant avec l'environnement, on a déjà un impact sur la souffrance de l'enfant, et donc ça limite encore plus, finalement, la nécessité que l'enfant bosse. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, loin de là, parce que je pense que déjà, dans le quotidien, il bosse beaucoup, mais ça veut simplement dire qu'effectivement, on l'accompagne, en fait, finalement, comme on le fait avec tous les enfants. Oui, tout à fait. L'enfant a des particularités ou a un trouble, on ne sait pas toujours comment faire pour l'accompagner adéquatement, mais fondamentalement, le fait d'accompagner un enfant est quelque chose de parfaitement naturel et tout à fait valorisé par la société. C'est un enfant, on l'accompagne, point. Mais c'est vrai que parfois, les accompagnements doivent être
plus ou moins orienté, entre guillemets, ou en tout cas, il y a certains points sur lesquels on doit davantage mettre de l'attention, même si je reste persuadée qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont relativement similaires, en fait, pour tout le monde, et que c'est pas parce qu'il a un TDAH qu'il a besoin de repères, c'est parce que c'est un enfant qu'il a besoin de repères. Et puis, effectivement, on va insister davantage parce qu'un TDAH qui n'a pas de repères, ça va générer des comportements qui sont plus problématiques ou plus intensifs qu'un enfant ordinaire. Mais c'est pas pour ça qu'il en a plus besoin, entre guillemets, que les C'est autres. ça. Les retentissements vont être plus marqués, quoi. Ok, donc c'est bien parce que ça nous donne quand même une vision globale de comment aussi mettre les choses en place et surtout de cette question de réinsister. Et je pense que c'est intéressant de voir que je pense que toutes les personnes que j'ai interrogées pour le moment sont d'accord sur le fait que la première chose qu'on doit faire, c'est connaître le trouble. C'est-à-dire que qu'on soit parent, enseignant, adulte, la première chose, c'est de comprendre ce que c'est vraiment le TDAH et de se dire à quel point ça m'impacte au quotidien et comment ça m'impacte au quotidien. Vraiment cette idée d'expliquer le trouble. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, je pense que euh, j'en parlais avec Maëva la dernière fois, dans la dernière interview, c'est le TDAH aujourd'hui, je pense que c'est un des troubles où il y a le plus de prises en charge différentes qui existent. C'est vraiment, on voit de tout, de tout, de tout. Et au final, on perd de vue que la première prise en charge la plus efficace aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens ce que c'est. Donc je pense que c'est important effectivement de se recentrer là-dessus et de dire, allez, on va vous expliquer ce que vous avez et vous allez voir, ça va déjà être plus facile. On ne vous garantit pas que ça va tout gérer, mais ça va être plus facile. Oui, c'est ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, c'est finalement, entre guillemets, l'étape la plus facile, Oui, la psychoéducation aussi. Alors, c'est sûr qu'il faut être renseigné, il faut pouvoir transmettre l'information, ce qui est pas toujours évident non plus, mais ça reste une étape qui, globalement, est non seulement relativement facile, mais en plus assez écologique. On ne va pas passer 18 séances à expliquer c'est quoi le trouble, quoi. Donc, oui, c'est étonnant qu'on la valorise pas davantage. et pourtant, c'est une étape qui est quand même relativement valorisée au niveau médical. C'est ça qui est étonnant. C'est, je prends toujours cet exemple-là. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais euh, par exemple, moi j'ai pu travailler en épilepsie dans un service de neurochir. La première chose qu'on fait quand l'enfant a un diagnostic, entre guillemets, d'épilepsie, l'idée c'est qu'on explique aux parents, quoi. On explique aux parents ce que c'est l'épilepsie, comment ça se passe, et voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel de se dire, vous savez à quoi vous êtes confronté, vous savez ce que votre enfant a, vous savez comment ça se passe, vous avez en tête comment éventuellement ça peut évoluer et comment réagir en gros rapidement, c'est-à-dire ce qu'on donne, c'est des stratégies parentales, de savoir en gros, ok, là ça va réagir de cette façon-là, cette façon-là, cette façon-là, et vous allez avoir telle ou telle position en tant que parent vis-à-vis de ça. Et en fait, aujourd'hui, dans les troubles neurodéveloppementaux, parce que là, c'est pas ciblé au TDAH, un peu moins dans le TSA, parce que dans le TSA, de manière globale, il y a une vraie instruction des parents la plupart du temps, et qu'on ne voit pas spécialement dans les autres troubles. Je dis toujours, par exemple, j'ai beaucoup de parents qui viennent, mon enfant est dyslexique, ma question c'est quoi la dyslexie? Et ils ne savent pas répondre. Enfin, ah ouais, mais c'est pas normal. Ça, c'est un truc. Et c'est vrai que c'est valorisé dans d'autres domaines, et pas spécialement dans les troubles neurodéveloppementaux, en dehors effectivement du TSA, où là, il y a vraiment une pratique autour de ça qui existe bien avec l'ABA, avec des modèles bien précis d'explication pour les parents. Ouais. Ok, mais écoute, on arrive doucement à la fin de cette interview, et donc, comme je le fais avec les autres personnes, je vais passer par les recommandations lecture. Donc, en général, je demande, voilà, est-ce que tu as un livre vraiment à recommander aux professionnels qui s'intéresseraient au TDAH et tu te dis, celui-là, faut le lire, c'est pas une option. Hein. Les gars, partez sur ça parce que c'est important. Et aussi une recommandation peut-être pour les parents ou les enseignants qui voudraient justement se renseigner. Comme on le dit, hein, on est très axé sur essayer de comprendre le trouble. Donc le but, c'est aussi de communiquer de cette façon-là, parce que tout le monde ne peut pas suivre non plus formation et autres sur le sujet. Donc, en termes de lecture, est-ce que tu as ça Alors, pour le milieu, entre guillemets, plus professionnel, ce que moi, je suis en train de lire, je n'ai pas encore fini, mais ce que je suis en train de lire maintenant et que j'aime beaucoup, c'est le livre de Brown qui s'appelle Troubles, déficit de l'attention et hyperactivité chez l'enfant et l'adulte, avec l'idée d'une approche, entre guillemets, contemporaine ou d'une vision contemporaine. Où
Celui-là. Oui, c'est ça. Oui, c'est Voilà, comme ça vous l'avez, je mettrai le lien ici en dessous, mais comme ça vous le voyez. Alors que j'aime beaucoup parce qu'il y a une approche très développementale justement dedans, parce qu'il aborde énormément de choses différentes, que ce soit l'évaluation diagnostique, que ce soit les manifestations du quotidien, que ce soit l'évolution des manifestations au fil des âges aussi, ou ce qu'on peut éventuellement observer, que ce soit au niveau exécutif, au niveau émotionnel, les prises en charge aussi. Je le trouve relativement exhaustif, entre guillemets, dans ce qu'il peut aborder. Puis c'est, en fait, globalement, je trouve assez abordable en termes de vocabulaire aussi. Ça se lit assez facilement. Donc voilà, celui-là, je le trouve chouette, et puis il est fort récent, donc fatalement, c'est assez intéressant. Bon, alors moi, je reste une grande fan de Francine Lucier, et donc fatalement, les 100 idées pour le trouble de l'attention, mais je suis très, je suis très subjective, parce qu'en plus, j'ai ma petite, comment est-ce qu'on appelle ça, ma petite dédicace dans le bouquin, donc c'est sûr que c'est un bouquin qui me tient très très fort à cœur. Pour les parents, j'ai pas un bouquin de prédilection. Je crois qu'il en existe, je crois pas, je sais qu'il en existe pas mal. La SBL TDAH Belgique a quand même cette vocation-là aussi de renseigner finalement les parents, l'entourage. Donc ils ont fait pas mal de petits fascicules qui sont facilement accessibles et je ne les ai pas tous lus, mais ceux que j'ai lus, je les trouvais assez chouettes. Euh, mais au-delà de ça, pour l'explication du TDAH, tu dis, ou l'accompagnement? Ça peut être les deux, en fait. C'est vraiment une recommandation où tu te dis, ça serait intéressant quand même que les parents, les enseignants puissent lire ça, simplement. Donc, on a les brochures, effectivement, de la SBL TDAH Belgique. On avait parlé avec Pascal de Coster, d'ailleurs, quand elle a fait l'interview. Donc oui, on a ça. Je ne sais pas si tu as d'autres... Et j'avoue que je crois que j'ai quand même une préférence pour le contact direct. Je ne serais pas complètement à l'aise, je pense, de dire aux parents, allez lire ça et puis vous aurez les réponses à vos questions, parce que finalement, je contrôle, entre guillemets, peut-être un petit peu moins la lecture d'une part, les informations qui sont dedans, et puis surtout l'interprétation qui peut être faite de ces informations-là. Là où quand je suis dans l'échange direct et que moi, je peux expliquer véritablement le trouble avec mes supports visuels, je contrôle davantage ces aspects-là. Donc, je crois que je préfère quand même avec un parent ou avec un enseignant, en tout cas, avoir cette explication orale. J'aime quand même bien le livre Mon cerveau a encore besoin de lunettes d'Annick Vincent, mais là, c'est plutôt pour l'adulte. Et alors, Mieux vivre avec le TDAH à l'âge adulte, qui est un bouquin archi pratico-pratique pour les adultes aussi, de nouveau, où il liste toute une série de petits aménagements du quotidien finalement à faire qui sont relativement je veux dire, facile à mettre en place maintenant. Dans le cas du TDAH, c'est potentiellement moins simple, mais qui sont facilement compréhensibles en tout cas, qui sont très très concrets aussi. Et puis, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de le lire tout d'une traite. On peut vraiment aller dans les domaines qui paraissent plus compliqués et se dire, bah, tiens, je vais utiliser juste cette affaire-là, voir effectivement dans quelle mesure ça peut porter ses fruits, avoir une efficacité. Et voilà, la facilité d'utilisation du bouquin, je la trouve assez intéressante aussi. Ok, donc ça fait quand même pas mal de sources au final. Tu vois, tu dis oui, je préfère le faire. Voilà, ça fait quand même pas mal de sources. Hein. Donc je mettrai évidemment tout ça en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble, éventuellement y avoir accès. Eh bien, écoute, on termine doucement cette interview. Je vais te laisser peut-être. Est-ce que tu as un commentaire, une note personnelle, une information en particulier que tu voudrais amener pour terminer ici notre échange? Je t'ai perdu, en fait, ça a été coupé, donc j'ai pas entendu. Donc, est-ce que tu as un commentaire, une note personnelle, une information que tu voudrais transmettre pour terminer justement cette interview? Non, j'ai pas préparé de mot de la fin. Bravo, vraiment. C'est joli, vraiment. Non, alors peut-être que moi j'insisterais beaucoup sur le fait que un diagnostic, quel qu'il soit, mais potentiellement dans le cadre du TDAH, plus encore, c'est jamais une urgence. Et c'est important de pouvoir prendre le temps finalement d'aller jusqu'au bout des choses pour comprendre au mieux la situation, les difficultés, le système dans lequel l'enfant
évoluent aussi, pour à nouveau identifier au mieux les difficultés, les besoins, et donc y répondre de la façon la plus efficace et la plus ajustée, adaptée possible. Ouais, je pense que c'est vraiment là-dessus que j'insisterai le plus, moi. C'est quelque chose que je renvoie assez souvent aux parents quand je leur dis que mes prochains rendez-vous sont prévus dans 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi. J'ai parfois des parents qui viennent en panique en disant, mais non, nous, on a absolument besoin de... Je leur réponds toujours la même chose. Moi, je ne suis pas un métier d'urgence. La neuropsy, je ne l'estime pas, en tout cas, comme un métier d'urgence. Et un diagnostic de TDAH, ce n'est pas un diagnostic qui doit se poser en urgence. Ça nécessite effectivement de prendre le temps. Et je pense que Hélène le disait très bien aussi. En fait, le patient mérite qu'on prenne le temps, qu'on aille vraiment au bout des choses avec lui et qu'on ne soit pas dans dans le dépôt d'une étiquette, en fait. Juste, je trouve que j'ai encore trop souvent en consultation des enfants qui multiplient les étiquettes au fur et à mesure de leur parcours. Et je trouve que c'est un côté dramatique, en fait, pour l'enfant. D'abord parce que finalement, on n'identifie pas tellement l'origine de ses difficultés, mais aussi et surtout parce que du coup, en conséquence, on peut difficilement l'aider de façon véritablement appropriée et efficace, et on ne fait finalement que retarder la mise en place de certaines choses, voire potentiellement laisser la place à l'augmentation de difficultés ou l'installation d'autres formes de difficultés. Je trouve qu'au niveau identitaire, ce n'est pas génialissime non plus de finalement se définir juste sur base de 14 étiquettes plutôt que de moi d'abord avec potentiellement un TDAH ou un autre trouble neurodéveloppemental. Donc voilà, mon mot de la fin, ce serait peut-être ça, c'est prenons le temps vraiment d'aller au bout des choses, avec l'objectif que ça aille vers un mieux et pas vers une parenthèse finalement, parce que l'urgence, c'est souvent plus ça que ça permet, c'est une petite parenthèse avec potentiellement un léger répit, mais si on n'est pas dans quelque chose de plus approfondi, le répit risque de se limiter et puis de repartir de plus belle finalement dans quelque chose de plus difficile. Je suis Si tout à c'est fait... adéquat comme la fin. Je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement, sur ce temps, et que ça n'empêche pas, en fait, de quand même mettre déjà des choses en place, même si on n'a pas le diagnostic. Oui. Ça, c'est prendre le temps de bien identifier les choses, mais malgré tout, pouvoir mettre des choses en place en cours de route qui sont quand même très intéressantes. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci. Donc, on fait peut-être un petit rappel quand même sur le congrès donc, des neurotransmetteurs, donc pour les dates, pour le thème, pour en gros ce qu'on va aborder dans ce cadre-là. Donc, ça va être un colloque sur le haut potentiel intellectuel avec l'idée vraiment de pouvoir transmettre un maximum les informations scientifiques, ou en tout cas issues des données scientifiques et des recherches. L'objectif sous-jacent étant d'essayer de casser un petit peu tous les mythes finalement qui sont excessivement véhiculés autour du haut potentiel intellectuel. On a une brochette de 10 intervenants de feu de Dieu qui sont vraiment excellents et qui allient tous d'ailleurs pratiques cliniques finalement et recherche, et donc qui ont ce double regard finalement de pouvoir avoir effectivement la possibilité d'être dans quelque chose de plus... ils ont en tout cas tous au moins la sensibilité de la recherche et de la clinique. Maintenant, ils ne sont pas tous dans les deux, mais ils allient beaucoup en tout cas ces deux aspects-là. C'est reporté au 28 et 29 octobre 2021 avec une préférence pour le présentiel parce que nous, on veut vraiment mettre cet aspect d'échange finalement et de partage en avant-plan. Mais au vu des circonstances, on aura effectivement une formule plutôt hybride avec la possibilité de suivre le colloque à distance. Ouais. Ok, écoutez, moi je mettrai de toute façon tout ça ici en dessous, les liens vers le site internet, vers la page Facebook des neurotransmetteurs également, où vous allez voir, il y a beaucoup d'informations aussi qui sont diffusées, qui vont bientôt arriver justement, parce que je sais qu'on va travailler sur le développement des communications sur cette page-là très rapidement. Et donc, n'hésitez pas à suivre cette page également. Et donc, je vais te remercier énormément, Judith, pour justement cette intervention qui vient aussi compléter, encore une fois, tout ce qu'on va faire cette année autour du TDAH et des troubles du neurodéveloppement. Donc, merci beaucoup à toi. Je vais te souhaiter une bonne journée quand même, parce que tu as encore, je suppose, 4 ou 5 bilans cet après-midi à faire. Et non, j'ai fait 2 actions aujourd'hui. C'est bien. Pas mal, hein? Ouais, c'est bien. Et donc, merci à tous de continuer à suivre ces interviews. On se retrouve très prochainement avec d'autres interviews et n'hésitez pas à vous abonner à la page, comme ça vous serez au courant de l'ensemble des informations. Donc, je vous dis à tout bientôt et donc,
on se revoit. Ben, nous, on se revoit rapidement, hein, de toute façon. Donc, voilà. Et donc, nous, on se revoit rapidement pour la suite des interviews et d'autres informations sur la chaîne. Allez, à bientôt. Au revoir.